les amis, bienvenue pour ce tout nouveau numéro d'Inside Hill Climb avec un plateau spécial pilote de voitures fermées. Vous l'avez découvert il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Avant de démarrer, avant de vous présenter mes invités de ce soir, je vous le rappelle les amis, l'ensemble des émissions précédemment réalisées, que ça soit Inside Hill Climb ou les interviews confinées réalisées pendant le confinement sont disponibles sur la page Facebook officielle Inside Hill Climb. On est déjà plus de 1000 abonnés après une semaine seulement de lancement. Donc merci à tous de nous avoir rejoints. Et puis pour nous que ça dure, n'hésitez pas à partager bien évidemment la page. Mes invités de ce soir donc sur ce plateau spécial voiture fermée que vous avez déjà découvert il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, on va aller les voir tout de suite pour bien prendre de leurs nouvelles. Ils vont nous parler de leur carrière, de leur programme initialement prévu pour 2020. On va commencer avec un garçon qui est spécialiste de la BMW M3 E36 qu'on a le plaisir de voir sur de nombreuses courses maintenant. Il s'agit de Bertrand Simonin. Salut Bertrand. Salut Pierre, bonjour à tous. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Deuxième invité de ce soir. Là, on reste côté allemand, mais on change un petit peu de crèmerie pour le coup avec un spécialiste de la Porsche. On a le plaisir de le voir sur quelques courses de côte depuis ces dernières saisons avec un style de pilotage bien propre à lui, très spectaculaire. Il s'agit de Polo Reuter. Salut Paul. Salut Pierre, salut à tous. Bon, pareillement, merci à toi d'être à nos côtés. Puis on a également le privilège ce soir d'accueillir le pilote le plus titré encore en activité en course de côte, 5 fois champion d'Europe, notamment le parcours et le palmarès est très très long. On reviendra là-dessus. Il s'agit de l'ami Francis Daudière. Salut Francis. Salut Pierre, salut Polo, salut Bertrand. Bon, salut Francis. Merci à tous les trois en tout cas les gars d'avoir accepté de participer à mon émission. Je suis ravi de vous avoir. Ça va être encore une super émission, j'en suis certain. La première question que je voulais vous poser, comment s'est passé pour vous ces 2 derniers mois là, de confinement et comment ça se passe pour vous aujourd'hui dans votre activité de tous les jours? On va commencer par toi, Bertrand, dis-nous tout. Moi, ça s'est quand même plutôt pas trop mal passé. En fait, moi, le confinement m'a été quand même assez bénéfique. J'ai pu bosser sur mon auto de course, quoi, voilà, tout simplement. Bon, écoute. Et puis, donc, voilà, c'est tout, c'est bien. C'est déjà bien, il y a des avantages. Non, c'était inespéré. Écoute, voilà, pour ceux qui étaient un petit peu à la bourre sur la préparation, ça permet de se remettre dans le flow. Francis, comment ça s'est passé pour toi le confinement? Pour moi, ça s'est bien passé. Donc, j'ai continué mon activité au niveau du garage. Et donc, moi, je n'ai pas eu le temps de travailler sur la voiture, sachant qu'on n'était pas sûr de rouler. Donc, j'ai dit, on aura le temps, on verra ça plus tard. Et donc, aucun problème. Tout le monde est en bonne santé. Donc, déjà, c'est l'essentiel. C'est clair, c'est l'essentiel. Et puis, au final, tu vois, on va certainement finir par rouler. Enfin, je dis on. Je parle de vous, bien sûr, messieurs, parce que moi, je ne devrais pas rouler. Je vais avoir du mal à assurer mes fonctions si c'est le cas. Polo, comment ça s'est passé pour toi, le confinement? Écoute, tout pareil, très très bien. On était à la maison. On avait beaucoup de travail dehors puisqu'on avait pas mal de projets de transformation. Donc, ça nous a finalement bien arrangé de pouvoir avancer ici. Et pas toucher la voiture non plus. Pas eu le temps. On s'est occupé principalement de la maison. J'étais un peu dans mon dépôt et puis voilà, j'étais bloqué au niveau travail parce que pas de livraison et les clients ne voulaient pas que je vienne. Donc voilà, on a profité pour faire à la maison ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Bon, voilà, c'est les fameuses choses qu'on fera le lendemain. Là, on a pu les faire. C'était l'avantage de cette période. Bon, je suis ravi en tout cas de vous avoir en bonne santé et de savoir que tout s'est bien passé pour vous. On va démarrer cette émission. Je vais commencer avec toi, Bertrand. Tu vas rester à mes côtés. On va revenir justement sur tes débuts, sur ta carrière, sur ce que tu avais prévu pour 2020. Et justement, je voulais attaquer avec toi dès maintenant, justement pour revenir sur ta carrière. Toi, tu as démarré, Bertrand, si je dis pas de bêtises, tu as démarré en karting avec, je dirais, ton papa qui t'a un petit peu mis dans le parfum du sport automobile. C'est ça, Bertrand? Oui, c'est un peu ça. Oui, moi j'ai commencé par le kart en 2004, en 125, jusque 2009. Et puis, oui, mon père, qui a couru dans les années 75-80, on va dire un petit peu, m'a amené sur les courses. Et puis, tu sais comment que c'est, quand t'es piqué, t'es piqué. Oui, je crois savoir. Donc, moi, ça a commencé comme ça, moi, oui. Ouais, voilà, ouais.
Bon, et du coup, en kart, t'as fait des belles perfs aussi, parce que j'ai cru voir que tu avais remporté pas mal de courses, avec notamment en 2007 le trophée CRK en 125, c'est ça? T'es bien renseigné, oui, T'as effectivement, vu oui. ça? J'ai bien révisé, hein. C'est Je bien, c'est prépare bien. mon, tu vois? Oui, c'est à cette époque-là, la commission régionale Alsace-Lorraine organisait ce qu'ils appelaient le trophée de la CRK, qui était un petit championnat parallèle au championnat régional. Et dans la catégorie, à l'époque, c'était la ICC que j'ai gagné. Voilà, c'était l'objectif. Mais c'était quand même pas si simple, hein. À l'époque, déjà, les budgets en karting étaient déjà un petit peu élevés. Et puis, le matériel en 125 évoluait tellement vite qu'on n'avait pas forcément souvent le bon matériel, quoi. Voilà. Ah ouais, je L'année-là, vois. ça a été l'année où ça a à peu près le mieux marché. Et puis après, ça a été plus compliqué. Les châssis étaient plus les mêmes. Et puis en 2009, j'ai dit stop, quoi. Ouais, je vois. Bon, malgré tout, même si effectivement, déjà dans le kart, il y a des problématiques de budget, ça t'apprend quand même forcément Ah, ouais. à piloter, hein. Ça t'apprend C'était une super à piloter. école et j'en garde bien sûr que des bons souvenirs, évidemment, hein. Ça sera à refaire, je le referai, hein. Bien sûr, on imagine. Mais comme je te dis, les budgets augmentant, c'est ce qui m'a un peu poussé à passer à l'auto et à la course de côte, quoi. Voilà. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Alors justement, on va en parler tout de suite. Tu démarres en course de côte au début des années 2010, en 2012 très précisément. À l'époque, je crois que tu travaillais ou tu avais travaillé chez Marshall, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça, Bertrand? En fait, moi, je suis rentré apprenti en 99-2000 chez Marshall, ouais, tout à fait, oui. Et Donc forcément, ça t'a mis dans le bain. là, on pouvait pas mieux baigner, on va dire. Moi, j'ai été élevé au 6 cylindres, hein, tu vois bien, hein. Donc, je suis rentré, ouais, donc en 2000, quoi. Et puis, on a suivi un petit peu Fabrice Marshall sur le championnat, à l'atelier, sur les courses. Et puis en 2012, je me suis lancé, quoi, voilà. Bien sûr, bah, oui, forcément. Et puis, toujours dans le sillage, hein, tu démarres avec une M3 36 que tu prépares justement avec quelques-uns de tes collègues de chez Marshall, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, t'es bien renseigné quand même, oui. Ah, bah oui, non, mais attention, c'est une En émission fait, de top niveau, les gars, hein. Vous on en savez avait pas, hein, c'est monté, pas la on télé, en mais pas avait loin. monté une en 2011 qu'on a vendue à l'Alain du Marteret, que Francis connaît bien, pour lui avoir vendu une auto aussi il y a quelques années. Et puis, il a fallu en refaire une, quoi. Donc, pour rien mentir, c'est avec Olivier, le collègue de chez Marshall, voilà, le carrossier peintre, qui a également monté l'auto de Yannick Poinsignon. Voilà, avec eux. C'est son cousin, quoi, Ok, voilà. d'accord, ouais. Donc 2012, Oui. voilà, quoi. Bon, et puis 2012, bah, tu vas démarrer du coup avec cette voiture en course de côte. Et Oui. rapidement, on va voir quand même que l'école du kart t'a été profitable avec des jolis perfs. On va en noter quelques-unes, notamment 2013, donc tu as quasiment dans tes débuts, hein, en course de côte, puisque tu vas faire un premier podium en championnat de France à Turkheim, ce qui est pas négligeable en groupe N. Et puis, tu vas terminé notamment quatrième du groupe au col Saint-Pierre et à Marchand. Comment tu vis, toi, ces premières saisons, ces premières courses? Parce que tout de suite, tu es dans le coup, en fait. Oui, après l'auto, il était un peu pour quelque chose quand même. Mais la première course au Beaujolais en 2012, mes anciens copains du kart m'ont dit ouais, t'es fou de commencer par une course comme ça va beaucoup trop vite. J'ai à un moment donné, il faut quand même commencer par quelque chose. Puis le Beaujolais, ça m'allait bien. Donc, et puis je suis sorti. Je suis sorti au portail par un excès d'optimisme et puis un petit peu de manque d'expérience de la conduite en course de côte, voilà. Donc, on a refait l'auto pour être 3 semaines après à la petite régionale, là. Et puis, 2013, oui, c'est là où ça a commencé à aller un petit peu mieux, voilà. J'ai plus trop souvenir des podiums de 2013, mais d'après ce que tu avais l'air de dire, ouais, peut-être mieux Ah, c'est pas renseigné que moi. mal. Je me souviens plus de 2013. Ah, ça, après, j'y suis pour rien. Là, il faut que tu travailles le palmarès. Mais en tout cas, oui, c'est ce qu'on a Et le noté, ouais, que podium ça à marchait. Turkheim, oui, ça me parle, mais j'ai plus la saison en tête. Bon, en tout cas, visiblement, ça marchait bien. Et puis, tu as pu t'adapter rapidement à la côte, quoi, hein, on va dire Oui, ça. ça marchait pas trop mal. Après, l'auto était en version 3 litres jusqu'en 2014, fin 2014. On l'a passé en 3 litres 2 pour 2015.
Effectivement, ouais, on va en reparler Et, dans quelques instants. Ouais. et c'est là que ça a commencé à aller quand même un petit peu mieux, effectivement. Eh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, malgré tout, avec la config en 3 litres, on va terminer avec 2013. Tu termines quand même cinquième de la finale de la Coupe de France hein, de cette année-là. Et en Oui. 2014, tu termines deuxième du championnat, enfin en tout cas en groupe N. Et donc, à l'issue effectivement de la saison 2014, tu décides de passer au 3 litres 2. Raconte-nous un petit peu comment ça se fait, pourquoi tu fais ce choix-là et pas pourquoi pas changer de monture. On imagine que tu voulais rester fidèle à la marque à l'hélice. Eh ben oui, bah oui, tu sais, de toute façon, j'avais pas trop le choix, hein, tu vois bien, entre guillemets. Hein, mais la 3 litres que j'avais, elle n'était pas au poids mini. Donc pour rivaliser avec la 3 litres 2, il faut que la 3 litres soit vraiment, vraiment au poids mini. Et donc la mienne, bah, elle n'était pas parce qu'on avait un gros arceau. Donc dans l'hiver, on s'est dit non, il faut mettre un 3 litres 2 pour l'avoir au poids mini. Et puis bah, aller me battre avec la référence à l'époque-là, Pascal 4, quoi. Hein. Donc si, là, ça a été quand même un changement, oui, effectivement. Ouais, bien Malgré sûr. tout que la 3 litres soit quand même assez compétitive. Mais je le redis, voilà, il faut que l'auto soit quand même vraiment au poids mini, sinon c'est compliqué quand même. Ouais, c'est sûr, t'as une perte en termes de perfo et forcément pour que ça suive, voilà, et Un si petit peu, la 3 oui. litres, ouais, bah, bien sûr, pour Alors, qu'elle c'est pas suive, des il secondes de faut, kilomètre, attention, hein, mais c'est bien des sûr. dixièmes. Mais arriver en haut, bah, c'est derrière. Quoi. C'est ça, exactement. Et surtout quand la référence du moment s'appelle Pascal 4, les détails sont importants. Hein. Ah bah non des moindres, hein, un adversaire comme Pascal 4, c'était pas de la tarte. Hein. Bah, c'est clair, on le comprend. Alors, 2015, justement, donc tu te présentes avec cette auto gonflée, on va dire, hein, parce que ça restait la même voiture, mais avec un moteur à la testostérone, hein, un petit peu gonflé. Ouais. Tu vas faire quand même bah, pas mal de belles perfs. Grosse bagarre en 2015, justement, avec Pascal 4. Tu vas terminer deuxième du Challenge Open derrière Pascal. Mais bon, comment tu résumerais cette saison qui est, j'imagine, une des plus abouties, si ce n'est la plus aboutie Ouais. parmi toutes tes saisons? Moi, je pense que c'est ma plus belle saison, oui, effectivement. Euh, Déjà, bon, à Saint-Jean-du-Gard, ça marchait pas à Bagnoles non plus comme ça aurait dû. Mais il y a eu un déclic à Abrège-Villers. C'est Ronald Garcès qui en avait bien discuté. On avait travaillé un petit peu les vidéos. Et dès Abrège-Villers, ça y est, les choses sont. J'ai passé un cap. Voilà. C'était un cap à passer. Le cap est passé. Et après, ça a vraiment été dans le bon sens. On se rapprochait de Pascal. Et puis jusqu'à gagner. Quoi. Ouais, Donc ça, bien c'est. sûr. Non, ça, c'était. Je pense que ça a été ma plus belle saison. Avec des moments forts quand même. Oui, si, ça oui. Ça, c'est une Ah belle oui, saison. oui, bah, c'est clair. Et puis vous vous êtes disputé le titre jusqu'au bout, quoi. Hein. Ça a été une Eh grosse. ben, oui, et je l'avais déjà dit, mais je le redis, je pense avoir perdu le titre à Ébec-Revon. Et pas en ne pas allant à la Pommeraye, comme m'avaient dit les copains. Je pense que c'est là que j'ai perdu le titre. Donc, bon, bah, après, c'est tout, il a fallu cravacher. Je gagne Saint-Gouéno, je gagne le Beaujolais avec le record. Ça me tenait vraiment à cœur. Record qui tient toujours. Pascal repasse devant à Viafan. Bon, là, c'était quand même plus compliqué parce qu'il faisait très chaud. Je gagne Dunière dans la dernière montée. Et ça a été un grand moment. Ça aussi, on avait refait les vidéos. On a bien bossé. Pascal est Ouais, venu me évident en féliciter. plus de faire des écarts à Dunière, c'est pas évident en plus. Non, c'est pas simple. Mais moi, Dunière, ça me plaît bien, hein, malgré ce que bon nombre de pilotes veulent dire. Moi, ça me plaît vraiment bien. Bon, je perds à Champs-Rousse, mais j'étais en tête aux essais à la première montée de course. Et Pascal repasse devant pour pas grand-chose. Et puis arrive Turkheim où c'était pas complètement perdu, mais il aurait fallu gagner Turkheim et Limonest. Et bon, voilà, c'est Pascal qui est un peu quand même devant à la régulière aux essais à Turkheim et la première montée de course. La deuxième montée de course, je me rapproche quand même. Et la dernière, je crois que là, j'ai rarement roulé. Alors, je vais dire de ma carrière. Elle n'est pas bien longue, hein, à côté de celle de Francis. Je suis arrivé en haut, comme on pourrait dire, je me suis vidé les tripes pour échouer je crois qu'il y a 8 centièmes avec Pascal. Et on est tous les deux dans les. Alors lui fait le record, et moi, bien sûr, je balançais un record aussi. Ça a été une grande bagarre. Donc là, le Ouais, champion est ouais. perdu, mais c'est pas grave. C'était je pense, ma plus belle saison.
Ouais, vous êtes allé complètement au bout de ce que vous pouviez faire avec ces autos-là. Et voilà, on se souvient Oui, effectivement que ça alors s'est il y joué a à pas toujours à grand-chose, quoi. faire, c'est des pouillèmes, hein, comme on dit, mais Bien là, on sûr. était quand même sur un rythme qui était, je pense, plutôt élevé. Des chronos qui s'étaient jamais faits dans la catégorie, notamment au Mont d'Or, à Turckheim, entre autres, hein. Bien sûr, bien sûr. Et ça m'a vraiment poussé vers le haut. Et tout ça, c'est aussi un petit peu grâce à Pascal Cat, hein. Le niveau étant élevé, ça pousse vers le haut, quoi, hein. Forcément, forcément, quand on a des bons rivaux, ça Oui, permet oui, bien sûr, oui, oui, bah oui, de oui, s'arracher, ouais, c'est clair, c'est oui, clair. oui. Bon, à l'issue de ça, Bertrand, alors entre 2016 et 2018, tu vas faire quelques courses, mais tu ne seras pas sur le championnat de France, hein, Alors, en si je dis pas de 2016, bêtises, en tu fait, je t'engages me pas sur suis le pas championnat. engagé. En fait, 2016, je me suis pas engagé à l'année, voilà. Parce que, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'était que j'étais pas sûr d'avoir le budget complet pour la saison. Donc, j'ai dit, c'est tout. Et puis, finalement, on a retrouvé des partenaires en cours de saison. Et puis, c'est tout. Je ne m'étais pas engagé. C'était comme ça. Mais j'ai fait une saison quasi complète. Et là, Ouais, de mémoire, je crois avoir, alors je dirais pas gagné toutes les courses, mais Pascal était passé en milieu de saison pour Viafan avec la Mégane. avec la Mégane, ouais, effectivement, ouais. Sur le papier, devait être au moins aussi performante que nos BM, sinon plus. Seulement, en théorie, il se retrouvait derrière. Et oui, oui, Et oui, il a les eu un petit premières peu de mal courses, au les début, écarts, ouais. ouais, Ouais, les premières effectivement. courses, c'était pas simple pour lui. Les écarts étaient vraiment, vraiment élevés. Et puis de ces mots, il disait que ça va pas, quoi. Oui, oui, bah d'ailleurs, on l'a revu après au volant de la BM, donc c'était aussi la preuve il se cherchait un petit peu à ce Ouais, moment-là, mais ouais. c'est parce qu'il avait cassé, il avait une Oui, grosse oui, casse oui, oui. mécanique. Je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens, je me souviens. Bon, Euh, du coup, voilà, on te voit sur ces épreuves-là et en 2019, on te voit peut-être un peu plus sur des manches du championnat, en l'occurrence. Et moi, alors, j'ai ce souvenir-là du Col Saint-Pierre l'année dernière, en 2019, où tu n'étais pas revenu depuis un petit moment, hein, je crois, hein, au Saint-Pierre euh, avant l'année si, dernière. oui, au col Saint-Pierre, non, mais en fait, j'avais fait qu'une course en 2017. Ouais, ok, J'avais ouais, un ouais. projet j'avais un projet immobilier en cours et on peut pas tout faire, quoi, hein. Ben non, bien sûr, bien sûr, Et bien sûr. donc, c'est Michael Aiguillon qui m'avait prêté l'M3 pour Turckheim parce qu'il avait fait quelques changements techniques. Donc, il m'a dit, tu veux pas aller essayer l'auto? Je dis, pourquoi pas. Et puis, n'ayant pas roulé de l'année, il y avait Antoine Uni qui courait, qui était là, Guillaume Fad. Donc, j'ai dit, si j'arrive à monter sur le podium, ça sera pas mal. Donc, je fais troisième. Et ça, c'était ma seule course de l'année. Donc 2018, j'ai pas couru, j'ai Oui, remonté une ouais, ouais. auto, et auto que j'ai amenée donc là pour Saint-Jean-du-Gard 2019. Quoi, voilà. Exactement, exactement. Et Et cette donc, voiture, donc voilà, j'allais t'en parler sur le col Saint-Pierre, mais de mémoire, oui, tu gagnes le groupe N avec le record français, hein, il paraît, oui. et tu fais, voilà, tu termines sur le podium européen aussi, puisque la manche était au championnat d'Europe. Donc bon, pour le coup, c'était une belle perf, je me souviens de ça, et ça avait bien marché, quoi. Eh bien, oui, honnêtement, je pensais pas être à ce niveau de performance-là, n'ayant pas roulé depuis 2 ans quasiment. L'auto, on sait à peu près les faire fonctionner, hein, voilà, c'est des groupes N, on va plus révolutionner grand-chose, quoi. Et aux essais, ça se passait pas trop mal, sincèrement, hein. Et le dimanche en course avec les nouveaux pneus Michelin là, que je découvrais, c'était quand même plutôt surprenant. Je m'étais même fait surprendre la première montée tellement les pneus avaient de grippe. Et la deuxième montée, j'ai dit, bon là, il va peut-être falloir un petit peu en mettre quand même. Et arrivé en haut, quand je vois le chrono, je dis, c'est juste pas possible. Donc le chrono là, il est un peu en partie grâce à l'auto quand même, un petit peu. Ouais, L'auto mais est... bon, tu dis souvent c'est ça, mais sois pas trop modeste, sois pas trop modeste, Non, mais faut la en fait, maintenir. n'ayant pas roulé, je me dis, c'est pas possible d'être dans le coup comme ça. Et puis quand je vois le chrono des Européens qui étaient devant, je me dis que finalement, il est peut-être pas si mal que ça peut aller encore plus vite. Mais déjà, rien que faire troisième sur le championnat d'Europe et puis gagner le championnat de France avec leur corps, moi, ça, c'était inespéré, ça, par contre, hein. Ah bah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Non, ça, non, c'est mais inespéré. il y a des deux. Il y a peut-être de l'auto, il y a peut-être des pneus, mais il y a un bon coup de volant, Pour forcément. Saint-Jean-du-Gard, je pense qu'il y avait plus des pneus et de l'auto que du pilote, honnêtement, hein. Bon, écoute, on espère qu'on pourra revérifier ça à l'avenir, Ah justement. bah, on verra Alors, bien.
Je voulais te poser une question, Bertrand, Oui. qui va justement aller de concert avec une question d'un internaute, parce que vous le savez, hein, les amis, certains internautes peuvent nous laisser sur la page Inside Hill Climb des questions à vous poser. Et Bertrand, bah, du coup, on voulait savoir ton projet pour 2020, quel était-il? Il paraît que tu avais un nouveau projet avec une BM, si je dis pas de bêtises. C'est Guillaume qui nous demande ça. Parle-nous-en un petit peu. Oui, bah une BM, encore une fois, c'est pas un scoop, hein, tu vois. C'est un vieux rêve qui traînait dans les tiroirs depuis que je suis rentré chez Marshall avec Olivier, là, mon collègue, de faire une 36 en version libre, comme ce qu'avait à l'époque Georg Plaza sur le coupé E36, avec un 6 cylindres et puis avec la réglementation européenne. Donc à l'époque, c'était le groupe H des Allemands, qui est devenu maintenant groupe E1. Et ayant vendu la groupe N, donc là dans l'hiver, j'ai dit feu, quoi. Allez, hop. Là, j'ai attaqué les chantiers au mois d'octobre 2019, novembre. Et puis bah, là, je suis dessus du matin au soir, quoi, en rentrant du boulot, les soirs et week-ends. Et puis bah, pendant le confinement, là, voilà. Eh oui, bien sûr, bien sûr. Et il y aura quoi comme moteur dedans, du coup? Ah bah là, il y a non plus, il n'y a pas de surprise. Hein. Il y aura un 6 cylindres. Moi, je sais compter que jusqu'à 6. Alors bon, tu vois bien. Hein. En fait, ça donnera ça devrait ressembler pour la partie carrosserie à l'auto qu'a actuellement Weidinger, Jörg Weidinger, Ok, ok, ok. Donc, avec un 6 cylindres en version libre, quoi, voilà. bon, bah, ça va être une auto de dingo, ça. Hein, Eh ben, on a hâte de la voir. Ça va être elle beau. pourrait être éligible en GTTS, encore que à voir avec la réglementation. Par contre, elle pourrait carrément rentrer dans le futur facteur de performance. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce qui te permettra Donc peut-être voilà. de rouler facilement, un petit peu plus facilement, quoi. Oui, parce que le groupe E1, pour l'instant, enfin de ces dernières années, n'était admissible qu'en France, que sur les épreuves frontaliers de l'Est, on va Bien sûr. dire, par chez nous, entre autres, où les autres organisateurs en faisaient la demande, mais n'avaient pas souvent le quota de pilote, alors que là, chez nous, sur Abrège-Villers ou à Turckheim, par exemple, bah, il y a souvent une trentaine d'étrangers, entre guillemets, quoi. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Donc ça, bien c'est le sûr. projet, ça, voilà. Bon, eh ben, écoute, merci de nous avoir répondu et d'avoir répondu à cette question. Hein. Pour le coup, on en sait plus. Moi, j'ai une Oui. deuxième question. Alors, hors sport automobile, hein, je lis les questions qu'on me pose sur Internet, bien évidemment. C'est Lilian qui nous demande si le comté, tu le préfères en 12, 24 ou 48 mois. Mais il connaît la réponse, hein. Bon, moi, je connais pas la réponse, mais voilà, Ah c'était ben, pour le petit clin d'œil. le comté, c'est minimum 18 mois, hein. Bon, écoute, c'est pour le clin d'œil, c'était aussi pour montrer à nos amis internautes qu'on lit toutes les questions et Oui, 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 bah oui. on pose toutes les questions. Voilà. Bon, Bertrand, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et de Avec participer à cette plaisir, ouais. émission. C'est cool. Reste à nos côtés parce que tu le sais, à la fin de l'émission, on a le petit quiz et bah, tu vas y participer comme Francis, comme Polo. Donc, reste bien sûr à mes côtés. Je vais me tourner maintenant vers mon deuxième invité. Il s'agit de Paul Reuter. Paul, qu'on a l'habitude justement de voir depuis plusieurs années en rallye et en course de côte avec un style bien propre à lui pour le coup, souvent du travers, de la glisse, de la grosse attaque. Paul, parle-nous un petit peu de tes débuts, toi, en sport automobile, un petit peu à l'image de Bertrand, tu démarres avec le karting, toi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, effectivement, avec une raison un petit peu familiale, c'est que mon père ne voulait pas que je fasse de mobilette ou de deux roues sur la route ouverte. Donc, il m'a dit, si tu veux aller t'amuser, c'est sur circuit. Bon, c'est pas plus mal aussi. Hein, on remarque l'un dans l'autre, ça permet de travailler en sécurité. Donc tu vas voilà démarrer dans cet esprit-là. Alors je me renseignais un petit peu sur toi hein, parce que vous l'avez compris, je me renseigne avant les émissions. Alors j'ai vu que tu pratiquais un petit peu la conduite accompagnée avant d'avoir le permis, mais sur un tracé un peu spécial, hein, c'est ça? Bah oui, oui, j'ai réussi à faire Turckheim en R8 Gordini en conduite accompagnée avec mon père le dimanche matin, ce qui était bien sympa. Et voilà, bon, lui, il a toujours été fanat de mécanique et justement de travailler sur les autos, de les transformer. Et du coup, je suis un peu devenu son pilote essayeur attitré. Et voilà, moi j'étais plus conduite, lui était un peu plus mécanique. Et puis voilà, du coup, je roulais souvent avec ses autos et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir le petit macaron conduite accompagnée sur la R8 Gordini, ce qui était assez rigolo.
Ouais, sympa, sympa, sympa. Bah, moi, personnellement, si tu veux, j'ai appris à conduire à bagnole. Voilà, sur le tracé de la course de côte. Voilà, donc on connaît je connais le principe. Bon, avec peut-être moins de succès que toi, hein, c'était pas glorieux au début. Bon, mais on n'en parle pas trop. Hein, on le garde pour nous. Bon, du coup, tu vas, comme tu le disais, plus te focaliser sur la partie conduite. Au début des années 2000, donc tu vas acheter une auto de série que tu vas équiper d'un arceau pour participer à tes premières courses. Hein, c'est ça, Paul? Ouais, c'est ça. Ben, j'avais une 325i E30 et on a mis un arceau dedans, deux baquets. Et ouais, c'était une voiture, je roulais avec tous les jours. Et puis en même temps, j'ai fait deux courses avec. La première, c'était le rallye Plaine-les-Cimes. Ben, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai le levier de vitesse qui a cassé. Donc je suis resté bloqué en deuxième et voilà, j'ai pas pu réparer la tringle à l'assistance. Donc ça a été assez rapide et vite fini. Et après, j'ai fait la course de côte enfin, c'était le rallye de Cévennes à l'époque. C'était son tracé de la course de côte, mais un peu plus long. Et c'était pas un week-end très joyeux parce qu'il y a eu un décès d'un copilote ce week-end-là. Et du coup, bon, ça s'est pas très très bien passé pour tout le monde. Et puis voilà, pas un bon souvenir. Mais c'était les premiers tours de roue. Et puis voilà, c'était quand même un début d'expérience qui fait que j'ai continué jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ça t'a mis dedans. Je crois qu'après, tu vas faire l'acquisition d'une M3 en groupe N, puis d'une M3 en groupe A. On est au début des années 2000, 2001, 2002, hein, c'est ça, je dis pas de 2001, bêtises. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc là, bah, tu vas t'engager sur pas mal de rallyes, parce qu'on le rappelle, hein, c'est vrai que toi, tu es plus un rallyman venu à la côte que l'inverse, quoi, en l'occurrence. Tu vas aussi acheter une Alpine à 310 V6. Hein, j'ai cru comprendre ça. Et du coup, tu vas participer à pas mal d'épreuves, que ce soit en Alpine, que ce soit avec les BM en rallye. Hein, c'est ça, Paul. Hein. Oui, bah justement, j'ai commencé avec une M3 qui était groupe N en Allemagne, que moi j'ai mis tout de suite en groupe A en mettant une boîte courte et un concours. Et après, elle avait les freins de série, voilà, elle était jolie, mais pas très performante. Le moteur n'avait pas grand-chose de différent. Donc c'était une voiture de série qui était un petit peu modifiée. Mais voilà, j'ai fait deux, trois courses, j'ai réussi à la revendre. Et après, j'ai acheté une ancienne voiture à Francis, une ancienne du team Bigazzi que Francis avait racheté pour faire championnat d'Europe, championnat de France, etc. Qui après est parti pour le rallye, c'est Artru qui l'avait. Et après Perrin, et moi je l'ai racheté. Et malheureusement, c'est pas une voiture qui m'a porté beaucoup de chance parce que j'ai pas réussi à finir beaucoup de courses avec. Tous les deux, trois rallyes, j'avais le moteur cassé. Alors, ça prenait 9400 tours. C'était un avion de chasse quand ça marchait, mais ça marchait pas longtemps. Ouais, je Donc, vois, je vois. déjà, j'étais jeune. Voilà, j'ai déjà eu beaucoup de chance de pouvoir m'acheter cette voiture-là. Et bah, chaque fois qu'il y avait un moteur cassé, c'était un an d'attente pour arriver à ramasser un petit peu d'argent pour pouvoir refaire le moteur. Et rebelote 2, 3, 4 courses après. Donc, au bout de 3 saisons, j'ai acheté un moteur de rallye qui était donc moins puissant, enfin un peu moins puissant, mais surtout qui prenait moins de régime. Et j'ai fait une course et puis après, je l'ai mis en vente. Ok, ok, ok. Ouais, bah oui, forcément, en termes de budget, ça devait coûter cher, quoi. Au final, si tu Tout devais à fait. refaire le moteur à chaque fois, Ouais. ça Donc, c'était devait. une super moto et malheureusement, j'ai pas pu en profiter comme j'aurais voulu ou comme j'aurais pu. Donc, bah, quand tu passes un an à la maison et puis tu reprends la voiture, tu réessayes, tu as peur qu'il y ait quelque chose qui casse et puis quand tu commences à te la prendre bien en main, bah, il y a quelque chose qui casse. Bah, finalement, c'est vrai que c'est décevant. Donc, Bah, c'est bien des autos sûr, qui m'ont toujours fait rêver, qui sont superbes, mais voilà, qui, moi, m'ont pas porté chance. Donc, c'est comme ça. bien sûr, Du bien coup, sûr. Non, non, mais on comprend. Ouais. du coup, je l'ai vendue en 2005 et elle est partie en Allemagne chez un gars qui voulait faire du rallye historique avec. Et moi, j'ai acheté une A310 Groupe 5, une V6, donc pour faire un peu des démonstrations, des tours de Corse alpine, des choses comme ça, et des ouvertures de rallye. Et pareil, je suis tombé sur des PRV, les PRV n'étant pas des moteurs de compétition du tout. Il y avait beaucoup de problèmes de chauffe, de pression d'huile, etc. Donc, ce n'était pas forcément un moteur très sympa non plus. Mais voilà, on a réussi quand même à s'amuser et puis à faire des choses. Et ouais, pendant 5 ans, j'ai fait un peu de démonstration, un peu joujou comme ça dans mon coin. Et j'ai repris la compétition en 2010 quand j'ai acheté la première Porsche.
Alors justement, je voulais revenir avec toi là-dessus, parce que toi, tu as basculé aussi, t'es passé chez comment dire, un autre constructeur allemand du côté de Stuttgart. Donc on est fin 2009. Raconte-nous un petit peu cette histoire. Alors à ce moment-là, donc du coup, effectivement, t'as pas d'autres autos et on te propose d'acheter justement une 996 GT3. Raconte-nous un petit peu comment ça se monte ce projet. Bah, disons que j'ai toujours rêvé de cette voiture-là depuis 2005-2006 où je commençais à voir des GT3 en rallye. Je regardais beaucoup de vidéos de Doberco avec la GT3 orange en Allemagne, qui faisait aussi des passages spectaculaires en glisse et puis voilà. De Lecourt qui avait roulé avec la Caneo, etc. Donc du coup, c'est vraiment, je me suis dit, oh, c'est la voiture, je pense, qui me plairait. J'ai toujours roulé en Alpine, que ce soit à 110 ou à 310. Donc, le moteur en porte-à-faux, c'est quelque chose que j'ai connu depuis petit, qui me plaisait beaucoup et que, voilà, que j'arrivais à manier. Sauf qu'une Alpine à 310 par rapport à une Porsche, c'est un char d'assaut, quoi. C'est Ouais, c'est dur, c'est sûr. lourd, voilà, c'est pâteau, ça n'a rien à voir, quoi. Et justement, j'ai un ami à 2 villages à côté de chez moi qui avait cette Porsche, qui n'arrivait pas à la vendre parce il l'a acheté, il a fait 50 000 km de circuit avec. Il l'avait refaite, donc elle avait beaucoup de kilomètres par rapport aux voitures d'origine qu'il y avait à vendre à l'époque. Et il m'a dit, écoute, voilà, je sais que ça t'a toujours plu, viens, on va l'essayer à la mesure, hein. Donc je suis allé l'essayer et là, voilà, j'étais conquis. J'ai tout de suite compris que c'était une auto qu'il me fallait. J'ai pas eu besoin de chercher le mode d'emploi, je l'avais déjà. Donc, euh, donc ben voilà, j'ai commencé les discussions avec lui. Et voilà, de fil en aiguille, il m'a dit, voilà, si je veux faire un prix à quelqu'un, ce sera pour toi parce que je sais ce que tu vas en faire. Et puis voilà, il m'a fait une très belle fleur. Il m'a un peu bradé l'auto pour que je puisse réaliser mon rêve d'avoir une GT3 un jour. Et ça a commencé comme ça, avec l'aide de Jérôme Forny, qui lui a aussi cru au projet, qui voulait participer un petit peu aussi à une ou deux épreuves, mais qui venait d'acheter un garage, donc professionnellement, et voilà, c'était pas forcément évident. Donc on a fait un petit peu ça à deux. Et c'est vrai que sans son aide, ça aurait été compliqué de monter cette auto. Donc, on a mis un arceau, la boîte courte, etc. Enfin, on l'a fait évoluer pendant la première saison. Et puis voilà, quelques partenaires qui ont suivi. Et puis les résultats sont vite venus. J'entendais au bord de la route des gens qui disaient, ah ouais, faut savoir les conduire. Il y a Nantais, il y a machin, mais pas grand monde d'autres. Et puis finalement, bah, je leur ai prouvé que c'était pas vrai, quoi. Ouais, bah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah, ça a plutôt bien marché, effectivement, tu le disais. Je vais noter notamment en 2010, bah, tu vas aller du côté du rallye du Var, donc quand même Oui, sacrée épreuve, et tu vas remporter le groupe GT10, enfin la oui, classe GT10, donc ce qui est pas rien, effectivement, quand on sait qui était en Porsche à l'époque en championnat de France, il y avait du lourd. Et donc, bon, tu vas continuer avec cette auto qui va te permettre de faire pas mal de scratch. Pour la saison 2013, tu vas vendre ton Alpine et cette Porsche et tu vas passer au calibre un peu supérieur en achetant une 997 GT3. Et en parallèle de ça, en 2012, donc tu avais découvert, entre guillemets, je dis entre guillemets, bien sûr, on l'a compris, la course de côte, parce que tu t'étais engagé sur la course de côte de Turkheim avec cette Porsche. Donc à ce moment-là, quand tu achètes la 997 GT3, est-ce que tu as déjà dans l'optique de faire un peu plus de côte ou tu n'es pas encore dans cette réflexion-là? non, non, j'étais pas du tout dans cette réflexion-là. J'ai toujours fait Turkheim parce que c'était juste à côté et c'était une épreuve qui est très renommée dans le monde de la côte avec un très beau tracé. Et moi, faire quelque chose qui fait 2-3 kilomètres, ouais, c'est pas ce qui m'intéresse. Quand tu fais du rallye du Var avec 30-35 kilomètres de spécial, voilà, tu sors, tu as roulé. Une spéciale, enfin une course de côte de 3 km ou autre, pour moi, c'est un peu trop court. Mais finalement, en ayant fait le championnat, je me suis rendu compte que c'est intense et puis qu'il faut faire au top du début à la fin et que c'est un très bon exercice. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de mettre mes deux autos en vente et elles sont parties à 15 jours d'intervalle l'une et l'autre. Et quand j'ai commencé à chercher les autos, forcément, la 997, c'est quelque chose qui m'intéressait, c'était un objectif. Et quand je suis tombé sur celle que j'ai achetée, qui était dans une concession allemande, c'est des gens qui roulaient au Nürburgring, qui faisaient que des 24 heures de Nürburgring avec. Je crois qu'ils ne l'ont jamais fini parce que comme elle était très proche de l'origine, voilà, il y a toujours quelque chose qui cassait. Mais elle était très bien entretenue. Et moi, quand je suis arrivé, c'était au mois de mars, je crois, ils avaient déjà commandé des 991, non, des 997 Cup. Et ils avaient encore cette auto-là dans le showroom et puis ils voulaient s'en débarrasser. Et voilà, j'ai tenté un coup, j'ai réussi à l'avoir et puis j'ai réussi à me la payer. Donc
Après, ça a commencé ouais, un peu plus sérieusement encore parce que c'est une voiture qui est super performante pour, je dirais, le peu de préparation qu'elle a parce qu'elle est quand même très proche de l'origine. J'ai encore la clim, la direction assistée, la centralisation, enfin, les vitres électriques, il y a tout dedans. Tu as presque la radio quand tu t'ennuies Et il manque juste ça, éventuellement. mais les sièges sont Ouais. d'origine sur glissière. Enfin voilà, elle est très très proche de l'origine et pourtant très très performante. Ouais, bien sûr. Alors justement, elle va te permettre de monter un petit peu en gamme, entre guillemets, parce que là, c'est des victoires scratch que tu vas pouvoir collectionner en rallye, notamment pendant quelques saisons. On arrive en 2018, et là, en 2018, tu décides de t'engager sur ton premier championnat de France de la montagne, qui est le seul réel, en fait, même à aujourd'hui. Bon, c'est vrai que tu étais déjà performant sur des courses comme Turkheim, et tu vas notamment remporter justement le challenge GT Open en fin de saison. Tu vas terminer 9e du championnat de France production. C'est une top saison pour quelqu'un qui n'était pas dédié à la course de côte au début. On va dire que tu t'es plutôt bien acclimaté, non? Effectivement, ouais, c'était étonnant quand même parce que je ne pensais pas être autant à la fête en y arrivant. Je discutais avec un ami qui m'a beaucoup aidé dans tout ce qui est réglage, châssis et tout, il s'appelle Gilou. Et il me disait, écoute, viens faire de la côte, viens essayer, ça te changera un petit peu ton pilotage, on va pouvoir bosser un peu sur l'auto au niveau des réglages et puis tu vas découvrir autre chose. C'est vrai que vu le manque de budget que j'ai habituellement, j'ai fait que des rallyes un petit peu dans mon coin, dans ma région, pour favoriser les organisateurs régionaux. Et c'est vrai qu'à force de les faire et puis de les gagner, c'est pas une lassitude, on va dire, mais voilà, tu arrives sur une course, tu la gagnes. Bon, voilà, c'était presque, on parie sur toi et tu le fais. Voilà, ça devenait un petit peu la routine. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut se mettre un challenge. Et voilà, je me suis dit, on va essayer de prouver aux autres que c'est pas parce que je connais par cœur que je gagne, mais parce que même en découvrant, je suis capable d'aller vite. Donc, c'était un petit peu un objectif et un challenge. Et puis voilà, c'est pour ça que je me suis inscrit sur le championnat. Et puis, ben, on a commencé forcément Bagnols-Sabran, une route type rallye où je me suis bien fait plaisir et puis je me suis vite mis en jambes. Et puis voilà, j'entendais les gens qui me disaient, ah, tu sais, ta conduite rallye, c'est pas bon, il faut rouler propre. Et voilà, et j'ai dit, bah, le jour où je roule propre et puis je glisse plus, j'arrête de rouler parce que ça m'intéresse pas. Si Eh j'ai pas oui, ma petite glisse ou mon passage par les vitres, voilà, c'est pas plaisant pour moi, donc il n'y a pas d'intérêt. bien sûr, bien sûr. Et quand on est porschiste et rallyman, compliqué de pas aimer la glisse, hein. Forcément, c'est pas forcément très compatible, on peut le comprendre. En 2019, on va te voir surtout sur des rallyes, mais tu vas quand même faire quelques courses de côte. Tu vas participer à la course de côte de Turkheim. Tu seras aussi à Brèchevillers, hein, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Pour 2020, ton programme, c'était quoi, Polo? Eh ben, j'en avais pas. D'accord, ok. Le professionnel et puis le personnel, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, c'est ce que je disais avant. Le confinement, finalement, m'a bien aidé pour avancer dans le personnel. Et puis voilà, le professionnel s'est stoppé. Donc, j'ai pas touché la voiture. On a avancé dans beaucoup de choses qu'on avait à faire en dehors du travail. Et ça a été vraiment un moment privilégié parce on a pu faire tout ce qu'on voulait. Voilà, maintenant c'est sûr que ça trotte dans la tête si ça reprend de faire quelque chose à partir de septembre, de rouler un petit peu. Maintenant, tout dépend des conditions, des évolutions et puis voir si les finances suivent derrière. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, nous qui suivons la course de côte. On espère te revoir sur le championnat de France de la montagne, hein, parce que c'était sympa à voir de te voir justement dans un style très rallye et qui fonctionne, hein, pour le coup, il l'a prouvé, ça marche bien. Paul, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Comme Bertrand reste à mes côtés pour le quiz qui arrivera tout à l'heure, je vais maintenant me tourner vers notre troisième invité de ce soir qui est Francis Dosière, le pilote de course de côte le plus titré encore en activité. Alors Francis, on va essayer de condenser toute ta carrière qui est longue et fructueuse, hein, bien sûr, mais on va essayer d'évoquer vraiment la totalité de ta carrière. Toi, tu as démarré dans les années 70, en 74, hein, si je ne dis pas de bêtises, Francis, en achetant ta première Rallye 2, c'est ça? Et tu avais peut-être fait une course avant ou un truc comme ça en BM, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est exact. J'ai commencé avec une petite BMW 1600 en 73 et puis après, je me suis lancé vraiment en 74. J'ai fait encore une course avec cette voiture
Et après, j'ai fait l'acquisition d'une Rallye 2 Groupe 1, en commençant par des slaloms, des courses régionales, et puis quelques courses du championnat, mais vraiment dans un cercle comme jusqu'au Beaujolais, des courses environ à 300 km de chez moi. Et puis, j'ai dû faire, je crois, 74, 75, 76 et 77 avec cette voiture. Et après, je suis passé à la Ford Escort. Enfin, je te laisse. C'est ça. Bah oui, tu es allé un peu vite, tu vas trop vite pour moi. Non, un truc dont on n'a pas parlé et que tu as oublié, mais tu étais donc à l'école Winfield à l'époque, dans cette période-là, à Manicourt. Raconte-nous un petit peu comment ça s'était fait à l'époque. Je vois que tu es bien informé. Bah, écoute, ça, c'est je ne sais plus si c'est après ma première année ou deuxième année que j'ai roulé avec la Rallye 2. Et donc, j'ai dû gagner le championnat de la Ligue, si je me souviens bien. Et donc, la Ligue offrait les bourses de pilotage à l'école de Winfield de Manicourt. Donc, à l'époque, c'était avec des formules Renault 1600 équipées des moteurs de l'R12 Gordini, si mes souvenirs sont bons. Et puis, bon, ça m'a bien plu, ça m'a aussi fait progresser. Mais bon, comme j'avais vraiment très, très peu de moyens, quand la bourse a été épuisée, j'ai arrêté là. C'était un petit peu dommage, mais bon, je ne pouvais pas me permettre de continuer. Financièrement, c'était impossible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, ça t'a permis aussi, voilà, en basculant à la course de côte, de continuer la compétition peut-être à moindre frais que le circuit qui coûte forcément de l'argent. Alors, tu le disais tout à l'heure, c'est une période qu'on connaît peut-être un petit peu moins pour les suiveurs de course de côte, mais c'est vrai que tu as eu une période du côté de chez Ford avec l'achat de cette Escort en 1978. En 1980, tu as acheté une RS 2000, donc tu vas rouler dans cette auto-là pendant quelques saisons pour tes premiers championnats jusqu'en 82, si je ne dis pas de bêtises. Et là, à ce moment-là, c'est une fabuleuse époque de grosses bagarres avec Jean-Claude Brazé, avec Henri Viermoz notamment. Parle-nous un petit peu de cette période. Écoute, oui, j'avais racheté l'Escort, c'est-à-dire la première génération, en groupe 1, là, c'était la voiture de Gérard Pradel, qui malheureusement ne fait plus partie, qui est décédé depuis quelques années. Donc j'ai racheté cette voiture et je me suis lancé dans le championnat de France avec des résultats qui étaient, je vais dire, très bien. En plus, on avait vraiment de super bagarres, une super ambiance à cette époque. Il y avait aussi l'équipe, les deux beaux-frères, là, les fous furieux que tu connais, qui sont de la région de ton père, les Feuillet et Giovanni Rossi. Et puis, oui, Viermoz, tu as oublié aussi Gomme. Oui, c'est vrai. Ça faisait vraiment un gros plateau. Et à cette époque, exactement, on avait encore dans le groupe 1 qui était très performant et qui jouait à la victoire, c'était les BMW 30 CSL, des voitures qui me faisaient rêver à cette époque, et puis aussi les Opel Commodore. Exactement, ouais, exactement. Comme mon papa en avait une, notamment, il le disait la semaine dernière dans notre émission. Alors, en 1983, tu vas démarrer un petit peu l'histoire avec BMW, puisque donc tu vas faire l'acquisition d'une 323i et tu vas rapidement avoir le soutien de BM, ce qui va te permettre de passer avec, si je ne dis pas de bêtises, la 528. Ex Giovanni Rossi du coup. Donc là c'est un peu le début de l'époque Merlin pneus, championnat d'Europe, là c'est la belle époque, non? En 83, donc je suis passé avec cette voiture parce que c'était la fin du groupe 1, on arrivait dans les groupes NA, etc. Et un jour, voilà, je suis allé dans une casse à Paris pour trouver une voiture pour mon père et j'ai vu cette voiture qui avait un gros choc avant, donc que j'ai acquis et que j'ai remonté. Et pendant le remontage de cette voiture, en ouvrant l'échappement, j'ai vu que BMW France faisait un challenge sur le championnat de France de la montagne et sur le rallye. Donc je me suis inscrit à ce challenge et puis j'ai gagné ce challenge parce qu'en fin de saison, je suis allé faire 2 rallyes. Je me souviens plus, c'était en Normandie, il y avait 2 rallyes et donc j'ai remporté aussi ces 2 rallyes en groupe N, ce qui m'a permis de gagner cette coupe. Et après, c'est là que l'aventure BMW a démarré. Ah ouais. Et donc, de là, après le palmarès a commencé à s'enrichir très sérieusement pour le coup. On va en parler, 5 fois champion d'Europe de la montagne. On le disait tout à l'heure, tu as été champion d'Europe de la montagne en 85, en 89, en 90,
en 92, en 93, avec différentes autos, hein, puisque tu es passé notamment à la M3 à un moment donné. Qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui finalement le pilote de course de côte le plus titré et comment tu vis, comment dire, pas comment tu vis, mais quel est ton regard toi, sur cette époque de titres européens? Bah, écoute, c'était une super aventure. Bon, au départ, c'est un petit peu Giovanni Rossi qui m'a emmené dans ce championnat. Parce que déjà avec l'escorte, je suis allé disputer 2 courses pour barrer la route à un Allemand pour que Giovanni puisse gagner le championnat. Et puis après, ben, je suis parti avec la 635. Bon, ça a très très mal démarré parce que bon, j'ai fait la première course en puce. Je sais plus, je pense que j'ai gagné. Et la deuxième course, en partant au Portugal, ben, on a eu un gros accident avec un préparateur de l'époque qui s'appelait Crespi. Et on a eu vraiment un gros choc. Je pensais que la saison était finie. Bon, nous, on n'a pas été trop blessés, mais Crespi, mon préparateur, lui, il est resté très longtemps dans le coma, puis après, il est décédé. Donc, ça a été très difficile. On a vite remonté la voiture et puis j'ai pu quand même disputer le championnat et le remporter. C'était vraiment fantastique. Je découvrais en plus toutes les épreuves. C'était pas évident. J'avais un emploi du temps quand même toujours chargé, donc on arrivait très tard pour les reconnaissances et tout. Mais bon, vraiment, ça s'est super bien passé. Et là, c'était vraiment une belle aventure en 85 avec cette voiture. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et après, du coup, voilà, on le disait, l'histoire européenne, c'est comment dire, c'est poursuivi. Alors, on va passer maintenant aux années 90, Francis, parce que dans les années 90, c'est vrai que tu développes un petit peu ton activité professionnelle, tu vas faire l'acquisition de ton garage. Du coup, c'est un petit peu plus compliqué, on l'imagine, à ce moment-là, de s'engager de manière aussi assidue sur les manches européennes ou les manches françaises, hein. Oui, bah, de toute façon, déjà les manches européennes, j'ai fait quand même 6 ou 7 saisons pratiquement complètes. Donc les déplacements, ça commençait vraiment à me peser. Faire beaucoup de kilomètres dans un week-end, ça devenait compliqué et puis, je veux dire, un peu usant. Donc j'ai dit, on arrête le championnat, on va se consacrer sur le championnat de France. Ça sera déjà bien parce que faire pratiquement 24 épreuves dans une saison, tu vois ce que je veux dire. C'est Il ne clair. restait pas beaucoup de week-ends de libre. C'est clair. Et puis, c'était pas des épreuves à côté de la maison qui plus est. Donc, forcément, ça fait pas mal de route. Dans les années 90, un autre fait marquant de ta carrière, toi qui avais été toujours fidèle, je dirais, aux autos fermées, on va te voir finalement à l'œuvre dans une nouvelle catégorie, la catégorie des sports proto. Tu vas changer un petit peu comment dire, d'environnement. Alors, la question que je voulais te poser, c'est pourquoi à ce moment-là, tu fais le choix déjà d'une part de partir en sport proto et surtout pourquoi tu fais pas le choix, quitte à basculer complètement, de partir en formule. Bah, écoute, j'ai toujours eu une admiration pour les protos à l'époque des Lola avec Jean-Louis Boss, Michel Pignard, lui, il roulait avec une toche, mais toutes ces voitures me faisaient rêver. Et un jour, en fait, c'est Michel Mabert qui disposait d'un proto de la Coupe Alpha et qui devait louer pour le circuit. Bon, je sais pas, ça s'est mal passé. Et il voulait absolument faire rouler cette voiture. Donc, j'avais fait sa connaissance 2 ans avant par l'intermédiaire aussi de Marcel Tarès. Du coup, voilà, il m'a proposé cette voiture. C'était le groupe ça y est, j'ai perdu le groupe. CN arrivait. Donc, moi, j'ai acheté un moteur neuf BMW que j'ai fait préparer chez Randiger en Allemagne. Et puis, bon, l'aventure est partie comme ça. Et bon, c'est vrai que ça s'est vraiment très bien passé dès la première année. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas une concurrence énorme, mais bon, j'essayais de me comparer par rapport à Bernard Chambérault, qui était à l'époque en proto, comparer les performances. Et puis voilà comment ça s'est passé. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors là, on va te voir avec différentes autos, avec une Yukini, avec une Ozella sur la fin comment dire, de cette période-là. J'en profite, je fais une petite parenthèse parce que, un petit peu comme tout à l'heure à l'image de Bertrand, il y a des internautes qui nous posent des questions et il y en avait justement pour toi, Francis. Il y a une question de la part de Mickaël qui nous demandait justement quel était ton meilleur souvenir en proto, quel est le proto que tu as le plus préféré entre toutes ces autos-là, toi, de cette période-là.
Bah, je dirais que enfin, j'ai eu deux Lucchini. J'ai eu la Lucchini de Michel et après j'ai fait l'acquisition de la Lucchini de Fabio Danti. Et je pense que à l'époque, je faisais encore quand même pas mal d'épreuves d'Europe. On a eu des bagarres tous les deux donc, qui étaient super sympas. Je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs parce qu'après, avec le Zelda, c'était une voiture, je dirais, beaucoup plus fragile avec beaucoup plus de maintenance. Et comme j'avais de moins en moins de temps, puis après sont arrivées les évolutions moteurs, Armaroli et tout, ça devenait très compliqué financièrement parce qu'il fallait suivre, faire les évolutions tous les ans. Et là, ça m'a un petit peu gonflé, on va dire. Et en fait, fin 2002, j'ai dit j'arrête. Je voulais arrêter carrément. Et puis, quand est arrivé, avant qu'arrive le début de saison, j'ai dit oulala, faut que je me fasse plaisir, que je fasse au moins 3 ou 4 courses avec une voiture de loc. Et c'est là qu'est partie l'aventure avec la 306 Kit Kat. Exactement, bah, j'allais t'en parler justement, tu m'as fait la transition, donc on est effectivement en fin 2002, début 2003, et c'est vrai que cette information, bon, moi je me souviens de ça, était tombée, tu voulais mettre un terme à ta carrière, mais tu avais décidé quand même de venir à Bagnoles en louant cette 306 Kit Car, et finalement bah, c'était pour te faire plaisir une dernière fois que de venir sur nos terres, hein. On rappellera que tu es licencié à l'ASA Ron 16, tu vas venir justement à Bagnoles, mais tu vas remporter le groupe A, donc tu vas garder la voiture pour la saison, tu vas remporter le championnat. Et au final, c'est ton retour, c'était censé être ta retraite, mais c'est devenu ton retour en voiture fermée. Hein, c'est un peu ça on peut le dire comme ça, du coup. Ouais, mon retour en voiture fermée, mais bon, j'ai pas disputé toutes les épreuves parce que la location, c'était très très cher. Donc, j'avais choisi les épreuves les plus belles, les plus longues déjà. Et puis, j'y croyais pas au début parce que c'était ma première voiture track avant, parce que j'ai toujours roulé avec des propulsions. Donc, je ne savais pas trop comment ça allait se comporter, si ça allait me plaire. Et puis finalement aussi, c'était une voiture sympa qui n'était pas réglée, je dirais, comme je l'aurais aimé, parce que c'était une voiture de rallye et qui, entre la course de côte, à chaque fois, elle repartait chez son propriétaire pour disputer des rallyes. Donc, on n'a pas pu faire vraiment ce qu'on voulait. Mais bon, malgré tout, ça a été très positif parce que, en fait, toutes les courses que j'ai faites, je les ai gagnées. Et j'y croyais pas du tout au début. En plus, jusque-là, il y avait des grosses, à l'époque, les BMW 3 litres 2 et tout. Il y avait les voitures des étrangers comme Kratky et tout. On m'a dit, oh là là, comme on m'endort, là, tu vas te faire ramasser. Puis finalement, non, ça s'est vraiment bien passé. En plus, au début de saison, j'avais des pneus qui n'étaient pas du tout adaptés. J'avais des pneus de rallye, donc c'était pas terrible. Et après, j'ai pu disposer de pneus slick. À l'époque, c'était pas du Michelin parce qu'ils n'étaient pas présents en cours de côte. Mais on a roulé avec des Dunlop qui ont été performants. Et donc, voilà, je dirais que j'ai fait une super saison avec cette voiture. Ouais, bah c'est quand même une auto magnifique et qu'on avait le plaisir justement de voir à ton volant. Et donc, du coup, à partir de là, bah, c'est vrai que tu vas bah, rester en course de côte hein, parce que tu es toujours là. Donc, c'était vraiment cette histoire de retraite là. Tu ne la refais plus, hein, ça ne marchera plus, on te croira plus. Tu vas faire l'acquisition rapidement d'une BMW 320 Super Tourisme. À l'époque, c'est vrai que c'est une des premières fois où on voit ce genre d'auto. Tu vas la garder longtemps. Ça va te permettre effectivement de faire de superbes performances en groupe A pendant de nombreuses années où tu as complètement dominé le groupe. Et à un moment donné, cette voiture, elle va basculer dans. Bah, elle était plus homologuée en groupe A, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exact. Mais bon, quand j'ai fait l'acquisition de cette voiture, on m'avait dit, oh là là, c'est une voiture de circuit, c'est trop pointu, le moteur, il n'y a pas de couple, c'est un 2 litres, ça marchera jamais. Donc, quand je suis arrivé dans mon garage avec cette voiture, j'ai rappelé le, j'ai rappelé le propriétaire et je lui ai dit, écoute, tu veux pas me la reprendre parce que je sens que je pourrais pas rouler avec cette voiture et tout. Ben, il m'a dit, faut quand même essayer de rouler et tout. Et puis finalement, ben, c'était la surprise parce que ça s'est super bien passé. Et c'est vraiment avec bon, c'est vrai qu'il y a eu l'époque de la M330 pour les, pour l'époque qui était très très évoluée, qui était plaisante à conduire. Mais la ST, alors là, le châssis était tellement fabuleux que je suis vraiment je crois que c'est une des seules, enfin la principale voiture où je me suis fait le plus plaisir dans toute ma carrière.
Ouais, bah, écoute, c'était une des questions justement que j'allais te poser un peu plus tard parce qu'il y avait un internaute qui nous le demandait. Bon, moi je connaissais la réponse, tu me l'avais déjà dit, mais c'est vrai que c'était une auto fabuleuse. Effectivement, cette voiture, à un moment donné, elle va basculer du côté GT, ce qui était bah, compliqué pour toi parce que forcément, là, basculant dans cette catégorie-là, c'était peut-être pas évident d'avoir des mêmes perfs. Et tu vas t'essayer à la Porsche, hein, justement, avec l'intermédiaire de Monsieur Millet. Ça va pas forcément super bien se passer parce que tu vas avoir un accident à la Pommeraye, hein, si je dis pas de bêtises, Francis. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Mais avant, j'avais roulé. Donc, j'ai fait le début de saison avec ma voiture. J'ai gagné les 2 premières courses, bagnole École Saint-Pierre, avec la ST, devant Nicolas Ververt. Et puis après, bon, je savais qu'à Brèche-Villers, comme c'est une course très, très rapide et avec pas beaucoup de virages, je me suis dit là, de toute façon, c'est mort. Et après, j'ai loué une voiture d'un ami qui devait rouler et puis finalement, il n'a pas pu rouler. Donc, j'ai disputé, j'ai fait ma première course Crevant avec cette voiture et puis j'ai gagné à la Pommeraye. Et après, bon, bah, j'ai fait des résultats qui étaient pas mal. J'ai pratiquement fini la saison avec cette voiture. Et après, l'année de l'accident, ouais, ça c'est en 2011. Bon, un beau début de saison. Et puis après, il y a eu cette course, vraiment, où il y a eu vraiment un très gros crash. Là encore, j'ai cru que j'allais terminer parce que financièrement, c'était très compliqué. En plus, je m'étais blessé au pied. Et je suis revenu avec la ST au Mont d'Or parce que j'avais envie de rouler, vraiment pour me faire plaisir. Mais c'était vraiment une saison à oublier, on va dire. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties dans ta carrière, mon cher Francis, mais effectivement, bon, celle-là en faisait partie. Pour 2014, tu vas faire l'acquisition d'une auto étonnante aussi, parce qu'à ce moment-là, il y en avait pas, c'est cette fameuse Mégane Trophy. Parle-nous un petit peu de cette voiture, pourquoi tu décides T'as de... oublié une voiture. J'ai oublié quoi? Ah, 2013. Ah oui, t'avais une Seat déjà. Voilà. Voilà. Ah oui, Donc, en effectivement, effectivement. 2013, la Seat, T'as raison, t'as une raison. saison catastrophe parce que première voiture turbo et j'ai jamais compris le mode d'emploi. Enfin, ça a été vraiment une saison, on va dire, catastrophique. Je crois que j'ai dû gagner à Turquem, mais c'est tout. Et là, j'ai jamais. Enfin, pour moi, j'ai pas arrivé à conduire cette voiture. Bon, tu vois, on aurait mieux fait de pas en parler, hein. C'est pour ça, en fait, voilà, je t'avais fait comment dire, une petite surprise. Je n'en avais pas parlé. Bon, du coup, voilà, 2013, effectivement, avec la Seat, 2014, donc avec la Mégane. Et parlons un petit peu de cette voiture. Comment tu en fais l'acquisition? Pourquoi tu décides de t'engager avec cette voiture qui, à l'époque, est juste pas du tout adaptée à la course de côte, hein, Oui, alors, bah, c'est venu que j'ai vu 2 voitures avant. J'ai dit, putain, c'est des voitures quand même qui seraient bien d'amener, enfin, ce serait bien d'amener ça en cours de côte parce que c'est une voiture qui a un beau look, je trouvais à l'époque. Et puis pour moi, qui devait être performante parce que c'était un petit peu un proto avec une carrosserie. Donc j'ai dit pourquoi pas, je pense que ça peut le faire. Et puis finalement, bon, c'était pas mal, mais ça manquait un peu de puissance. Et puis le châssis n'était pas si terrible que ça, parce que ça n'a rien à voir avec ce que a Philippe Schmitter maintenant, hein. Donc, on a quand même essayé pas mal de choses sur cette voiture, mais ça n'a pas été très, très positif. Mais c'était une voiture agréable à conduire quand même, parce que moteur central, châssis tubulaire, et puis qui était quand même assez performant. Donc, avec une boîte de vitesse, au début, on avait des rapports trop longs. On est arrivé à voir avec le règlement pour modifier ces rapports de boîte. Mais la première année, ça a été trop galère parce que la voiture, on a fait l'acquisition 3 semaines avant la première course. Elle venait du circuit. Elle était vraiment dans un sale état. Donc, en fait, pratiquement tous les week-ends, c'était des week-ends de plus de mécanique que de compète. Donc, ça a été très pénible. Bon, l'année suivante, ça s'est mieux passé parce que la voiture était quand même, on l'a révisée complètement dans l'hiver, on l'a démontée complètement. Et là, vraiment, on a quand même eu beaucoup moins de problèmes mécaniques, mais ça manquait un petit peu de perfo.
Ouais, bien sûr. Bah, tu vas terminer deuxième justement du championnat en 2015, cinquième en 2014 et troisième en 2016. Et puis on imagine qu'avec ces voitures, c'est pas évident à régler aussi, parce que c'est des voitures issues de coupes monotypes, enfin comment dire ça, coupe de marque quoi en l'occurrence. Donc la plage de développement, elle doit être réduite aussi quoi. On imagine. Ouais, puis les réglages étaient assez limités parce que le châssis, ça me faisait penser un petit peu à un châssis de Lola des années 80. Donc, tu vois, enfin, c'était une formule pour le circuit euh, dans une version, on va dire, un peu économique, avec une voiture, comme je te l'ai dit tout à l'heure, avec un beau look. Mais à partir du moment où c'est une coupe en circuit et où toutes les voitures sont identiques, bon, il n'y a pas de problème. Mais là, pour comparer avec les Porsche et les autres voitures qui sont là maintenant, non, ça ne peut plus le faire. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc justement, pour 2017, voyant un petit peu tout ça, tu décides de changer un petit peu d'auto et de catégorie. Tu vas retourner à la Seat, mais cette fois, ça va mieux se passer, hein. Pour le coup, tu vas faire l'acquisition d'une Seat Leon Super Copa MK2. Raconte-nous un petit peu pourquoi tu fais ce choix-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore autant de monde qu'aujourd'hui, autant de concurrence dans le groupe. Mais en tout cas, voilà, ça te permet rapidement de remporter le challenge à 4. Parle-nous justement voilà, de ce changement. Pourquoi tu décides de te tourner vers cette auto? Bah, écoute, c'est-à-dire que je ne savais plus trop ce que j'allais faire en 2017. Et puis, je suis allé faire une régionale fin 2016 avec Philippe Marion, qui était le propriétaire de la voiture. Une course qui était organisée par Guy Jani. Et c'est là que j'ai trouvé le mode d'emploi de cette voiture. J'ai dit, ça y est, j'ai trouvé comment ça marchait. Et après, donc, quand j'ai pris cette voiture en 2017, parce que c'est Philippe qui me l'a mis à disposition, on devait même ça partager. Je ne devais pas faire le championnat complet. Enfin, il n'y avait rien de défini. Et puis, franchement, je ne pensais pas du tout arriver à ce niveau avec cette voiture. Parce que, je ne sais pas, mon pilotage ne me convenait pas trop pour cette voiture. Et j'ai été étonné par les résultats que j'ai fait tout au long de la saison. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà Jérôme qui arrivait. Et puis, j'ai perdu son nom, qui a arrêté, qui avait gagné les deux premières courses. Il y avait Rémi Bernard. Voilà, Rémi Bernard. Ouais. Rémi Bernard. Et puis après, bon, les deux premières courses, je crois que c'est Rémi qui a dû les gagner. Bon, Col Saint-Pierre, c'était dans des conditions particulières parce qu'il était le seul à être parti sur le. D'ailleurs, il a fait le scratch des voitures fermées. Parce qu'après, nous, on s'est pris la pluie, donc c'était mort. Et puis après, j'ai gagné les deux courses suivantes, c'est-à-dire à Brèchevillers et Becrevon. Et puis, je crois que j'ai gagné au Beaujolais, j'en ai gagné d'autres. Et j'ai gagné le championnat. Bon, c'était sur la fin de saison, c'était la grosse bagarre. Parce qu'entre-temps, Rémi a arrêté la saison. Mais c'était la grosse bagarre en fin de saison déjà avec Jérôme. Et vraiment, j'étais content d'arriver à gagner ce championnat. Bon, mais écoute, après pour 2018, justement, tu vas rester fidèle à Seat et tu vas faire l'acquisition d'une MK3. Je crois que vous essayez à la base d'acheter deux autos avec Philippe, hein. C'est ça, Philippe Marion, qu'on salue d'ailleurs Ouais, au passage. c'est-à-dire que normalement, Philippe devait rouler avec cette voiture et moi, je devais rouler en GT de série avec la Porsche dont Philippe a disposé, que Michel voulait me mettre à disposition. Donc, Michel Courroy, hein, donc tu as très bien compris. Et puis, finalement, on est allé faire des essais au Bourbonnais. Philippe, il a essayé la Porsche, ça lui a plu. Il m'a dit, écoute, je te laisse assez hâte et moi, je prends la Porsche. On voit ça avec Michel, on trouve un arrangement. Et puis, c'est parti comme ça. Ok, ok. Bah écoute, bien t'en as fait, hein, parce que l'auto, justement, elle te permet de rivaliser en haut du groupe A. Alors, 2018, ça a été peut-être un petit peu compliqué, parce que c'était une auto, là, pour le coup, drastiquement moderne, hein, la MK3. 2019, ça va un petit peu mieux. Tu termines dans tous les cas troisième du Challenge A5. Comment tu peux nous résumer cette voiture qui est vraiment la dernière, finalement, née des ateliers de chez Seat, enfin, du moins avant l'époque Cupra. Comment tu peux nous la résumer, cette voiture? Bah, je pense que par rapport à la MK2, le châssis, je dirais il est mieux, mais on rencontre avec cette voiture et on n'a encore pas trouvé la solution des gros problèmes de motricité. Sinon, elle serait nettement plus performante. Mais je pense que c'est dû au moteur qui est différent de la MK2.
avec beaucoup plus de couple. Et quand le couple arrive, dans tous les virages serrés, j'ai un patinage énorme et donc un sous-virage, ce qui, je pense, qui contribue aux performances. Parce qu'on le voit dans les courses rapides, la voiture est plus à l'aise, dû donc à son problème de motricité. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé. Et puis là, c'est vrai que dans l'hiver dernier, on a travaillé pas mal sur la voiture. Ça a amélioré quand même. Mais là, cette année, on ne s'est pas penché sur le problème. On devait le faire. Et puis après, comme avec ce qui est arrivé, là, ce qui se passe actuellement, on a mis un peu ça de côté. Et puis, en pensant qu'on ne pourrait peut-être pas du tout. Et bon, là, je pense qu'on a encore le temps de rectifier le tir parce qu'il nous reste 2 mois, mais ça passe tellement vite. Mais on va essayer de trouver la solution quand même. Bah écoute, on espère te revoir, je dirais, au meilleur niveau possible avec cette voiture. Et je vais terminer, bah, du coup, Francis, avec une dernière question qui fait complètement suite avec tout ce qu'on vient de se dire. Question d'un internaute, question de Bruno qui nous demande quel serait ton choix de voiture idéale, éventuellement, après la MK3. Bah, écoute, j'aimerais bien revenir à une propulsion. Euh, Quand je vois toutes ces voitures en GTTS, ça me fait rêver, mais bon, c'est pas dans mon budget. Donc pourquoi pas faire quelques piges avec une voiture de loc. C'est à voir. Ok, ok, ok. Bah écoute, on a hâte de voir ça, en tout cas, et puis on espère que tu seras, écoute, un de ces quatre en propulsion également. On a hâte de voir ça. Francis, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Bertrand, Polo, qu'est-ce que vous en dites de cette carrière là de Francis? Ça fait, vous avez du boulot encore, les gars. Là, non. Fait Qu'est-ce que rêver. vous en dites? Ah bah c'est sûr Fait que rêver. vu le nombre d'années qu'il a fait pour rouler et tous les résultats, c'est sûr que si à son âge on roule encore aussi bien et aussi vite, moi ça me va, hein. T'en as combien là de carrière, Francis? À plus de 45, c'est ça? Bah, écoute, j'ai commencé en 73, on va oublier parce que j'ai fait qu'une épreuve. Mais, donc 74 à 2000, ben, tu comptes. Eh Donc ouais, ça bah fait ouais, ouais, 40 ouais. sans interruption. Hein. Sans interruption en plus, c'est clair. Ouais. Il a fait comme s'il allait y avoir une interruption, mais finalement ça n'a pas existé. Alors oui, effectivement, ça fait du boulot. Bon, merci beaucoup les gars d'avoir répondu à mes questions. Vous allez encore répondre à certaines questions parce que vous le savez, on va passer dès à présent au quiz, le quiz course de code sport automobile. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez révisé. Première question, on va chercher ensemble un tracé de course de côte. Je vais vous donner 3 indices et vous allez essayer, bien évidemment, de me retrouver ce tracé. Le premier indice que je voulais vous donner, messieurs, c'est que c'est un tracé qui n'est plus au championnat de France de la montagne depuis maintenant quelques années. Je l'ai, pour ainsi dire, jamais connu. Hein, si ça peut vous donner un indice, je ne l'ai jamais vu en championnat de France de la montagne, moi, de mon vivant. C'est un tracé qui était extrêmement rapide, très très rapide, un des plus rapides à l'époque des tracés de championnat de France. Et c'est un tracé d'une épreuve qui se déroulait dans le département de l'Ain. Est-ce que vous l'avez? Oui, Boyer-Saint-Jérôme, bien sûr. Ouais, exactement. Boyeux-Saint-Jérôme. Bonne réponse de la part de Francis. On est Et trop jeunes, nous. il a été plus vite que vous. Ah ouais, mais c'est de la culture sport auto, les gars, hein. C'est de la culture sport auto. Faut lire Les Rois de la Montagne ou un truc. Voilà, faut se renseigner. Bon, bonne réponse de la part de Francis. On va passer à la deuxième question maintenant. On va parler de Formule 1. Voilà, comme ça, on sera sur une autre dynamique. Je vais vous demander de me citer le nom du vainqueur du Grand Prix d'Espagne en 2012. Alors, il y a un petit La piège, hein. Il y a Formule un 1, petit moi. piège. Là, t'es pas Formule 1, toi, Bertrand? Ben, je Non. suis plus depuis que c'est passé au turbo, en fait. Ah, c'est avant le turbo, là, Eh 2012. oui, ben 2012, je sais pas, c'est peut-être Vettel. Alors non, c'est pas Vettel. Attention, il y a un piège. C'est un garçon qui a gagné un seul Grand Prix de Formule 1 au volant d'une Williams. Sa seule victoire. Alors là, je Si je calme. vous- Tu cales. Si je vous donne le pays, peut-être, du pilote, pays d'origine. Venezuela. Ah, Maldonado, non? Exactement, Pastor Maldonado. Bonne réponse, Bertrand. Seule victoire. On n'a pas trop su comment il avait réussi à gagner un Grand Prix, mais bon, il a gagné ce Grand Prix d'Espagne en 2012. C'était bien. Pastor Maldonado. Troisième question. Eh bien, on va parler de rallye maintenant. Ça devrait plus vous convenir, Bertrand et Paul. Je vais vous demander de me dire, messieurs, qu'est-ce qui s'est passé lors du Monte-Carlo 2002? 2002. Il y a eu un fait de course, voire d'après-course.
rentrer dans l'histoire? Ah, c'est une bonne question. 2002? 2002. La panne du Peugeot, non? Au parc fermé, non? Non, alors ça, c'était en 2000. C'était c'était pas si longtemps avant. Ça concerne un constructeur français, mais pas tout à fait le même. Ouais. Ça devait être C'est un Citroën. cousin. Ça devait être Citroën. Ouais, Citroën, bah oui. exactement. Et il s'est passé quelque chose avec un des pilotes Citroën. Alors, un pilote Citroën en 2002, Ouais, Sébastien Loeb. Bah, il y avait, voilà, Sébastien Loeb. Voilà. Il a gagné devant les 4 roues motrices. Alors, il a gagné, c'était pas devant les 4 roues motrices, parce que lui aussi était en 4 roues, hein, il était avec la Xara, mais il s'est passé quelque chose avec cette victoire. Avec l'histoire des pneus, non? Exactement, Ouais, je avec me l'histoire souviens des pas. pneus. Et donc, il a été déclassé. Voilà, c'était censé être sa première victoire en oui. WRC. Et en fait, il a été déclassé parce qu'entre deux spéciales, Citroën avait changé les pneus pour faire la liaison, alors que c'était interdit. Et ils avaient pris le risque de changer les pneus, ce qui avait valu effectivement une pénalité. Et du coup, c'était Tommy Mäkinen qui avait été déclaré vainqueur avec la Subaru. Donc 2 points pour Francis, 1 point pour Bertrand. Polo, va falloir se bouger là pour revenir au niveau là. Bon, 4e question, les amis. Donnez-moi le nom du champion de France de la montagne, 2e division en 1987. Alors, je vais vous donner un indice. Il a un frère qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça à l'œuvre en course de côte. Pardon? Excuse-moi. Fabien France? Non, pas Fabien France. Non, il roule en proto il n'y a pas longtemps, mais j'arrive plus à trouver son nom. C'est exactement ça. Il avait notamment remporté, on parle du frère. Il a vendu sa voiture à Nano. Exactement, Jordan Milesi à Nano, comme on dit chez nous. Voilà. Et il avait remporté avec la 2 litres le scratch à Sabran. Exactement, Pascal Malateste, c'est ça. Oh. Tu l'as trouvé, Francis. Pascal Malateste, le frère donc, de Christophe. Et Christophe, je le disais, qui avait réussi l'exploit, alors dans des conditions particulières certes, mais de remporter le scratch à Bagnoles avec la 2 litres, avec la Norma 2 litres. Et c'était à l'époque un sacré performance. Donc il s'agissait bien de Pascal Malateste, effectivement champion de France en 87 en 2e division. Dernière question, les amis, on va chercher ensemble un pilote de course de côte. Un petit peu comme tout à l'heure, je vais vous donner des indices et vous allez essayer de deviner de qui il s'agit. C'est un pilote qu'on a vu revenir en compétition en 2019, donc la saison dernière, et pas en moderne, mais plutôt en VHC. J'ai eu l'occasion de l'interviewer il y a quelques semaines de ça. Donc, si vous êtes des fidèles de mon émission, vous devrez comprendre de qui il s'agit. Et on l'a vu notamment à l'œuvre. Ça, c'est le dernier indice que Jean-Marie j'ai donné Almeras ces dernières années. Non, alors, c'est pas Jean-Marie Almeras, mais on l'a vu à l'heure avec une fabuleuse auto, une Ferrari 458 Challenge en moderne, cette fois. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? C'est un Alsacien. C'est un Alsacien, oui. Tu devrais savoir, Bertrand. Ben oui, le Polo plus que moi. Un certain Vincent. Mais oui, c'est Vincent Lagache. Oui, c'est juste. Vincent Lagache, exactement. Vincent Lagache, voilà, qui était à nos côtés il y a quelques semaines de ça. On le salue d'ailleurs. Ouais, un super type. Un super gars. Et l'émission est à retrouver d'ailleurs. C'était avec notamment Jean-Marie Almeras, effectivement, tu le disais, Bertrand, et Nicolas Hudviller. L'émission est à retrouver sur la page Inside Hill Climb. Merci d'avoir participé à ce quiz. Pas trop mauvais. Bon, par contre, Polo, va falloir en payer une à la prochaine parce que là, pour le coup, c'est comme à la pétanque chez nous dans le sud. Quand on ne met pas de points, il faut offrir l'apéro. Tu le sais. Mais j'ai une meilleure mémoire visuelle, alors je mémorise mieux les routes, tu sais. Prochaine fois, on fera un quiz, tu sais, avec des images en Pictionary. Voilà, ouais. On fera ça. Bon, on va terminer cette émission. Messieurs, je vais vous laisser le mot de la fin. Francis, c'est à toi de jouer. Écoute, c'est ta tribune. La parole est à toi. Alors, le mot de la fin, écoute, ce que j'espère, c'est qu'on revienne au plus vite parce qu'on traverse une époque très compliquée, que les organisateurs puissent mettre leur épreuve en place, surtout avec des moyens financiers compliqués. Et parce qu'en plus, retrouver tous les communs, parce que vraiment, ça va faire bientôt 10 mois. Et là, ça commence à devenir très long. Et j'espère qu'on se verra tous bientôt et que tout se passe bien pour tout le monde, qu'on fasse des belles courses et qu'on rigole bien. Bon, si tu veux remercier tes partenaires aussi, n'hésite pas. Francis, c'est le but de cette fin d'émission. Mes partenaires, surtout déjà en premier la société Yaco,
Et après, tous les Michelin, bien sûr, qui m'aident beaucoup, avec qui on fait encore du développement pour cette année. Et j'en oublierai certainement, mais et puis tous les amis mon mécano, qui est fidèle depuis de nombreuses années, Jeannot, toute l'équipe de l'ASA Ronde-16 qui me suit sur pas mal d'épreuves, mon frère qui est revenu un petit peu là, depuis l'année dernière, et puis l'intendance, c'est-à-dire ma fille et ma femme, et puis ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Bah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, le message est passé. Polo, à toi de jouer. Bah, surtout que tout le monde se porte bien, que tout le monde se protège au mieux et puis que tout le monde revienne en pleine forme. C'est vrai que vivement qu'on puisse se retrouver autour d'une épreuve et puis discuter, faire des barbecues et voilà, aller un petit peu se bagarrer sur la route. Pour les remerciements, bah, surtout Motul et la société Kovacic qui m'ont soutenu ces dernières années. Après, toute l'équipe qui a toujours été autour de moi, comme Michael Piaille qui m'a toujours été proche en rallye. Un copilote que j'ai eu, voilà, que je remercie de m'avoir fait confiance à l'époque, c'est Vincent Landais qui maintenant est devenu champion du monde en WRC2. Et ça a été un honneur de l'avoir à côté de moi et surtout un grand plaisir, surtout sachant où il est maintenant. Et puis voilà, après, il y a plein de monde. Gilou qui m'a toujours aidé pour les réglages et grâce à qui on a réussi à aller de plus en plus vite. Et mes parents, forcément, qui m'ont suivi et qui m'ont supporté pendant de nombreuses années voilà, avec mes galères et puis les réussites. Et ma compagne qui est près de moi et puis qui a réussi à monter à côté de moi malgré ses peurs parce qu'elle ne supporte pas ça. Et elle a réussi à être à côté, à me copiloter sur 2-3 épreuves. Et c'était un réel plaisir. Donc voilà. Et puis merci à tous les fans, tous ceux qui nous suivent toute l'année. Bon, super. Bertrand, le mot de la fin, c'est toi qui vas, voilà, tu vas terminer cette émission. Je te laisse. C'est moi qui vais conclure. Voilà. Eh ben, si je peux remercier un petit peu 2-3 personnes, hein, à commencer par mon père, qui m'a bien aidé dans le montage de cette auto-là, enfin qui m'aide toujours bien d'ailleurs. On a bossé pendant le confinement avec mon père de 8h le matin à 21h pendant quasiment presque 2 mois. Toute la famille Poinsignon, qui m'aide également un petit peu quand même, hein, et puis leurs cousins aussi également, Olivier et Cyril, pour pas les nommer. Remercier mes partenaires s'ils me suivront toujours 2021. Et puis retrouver, comme disait Francis, vite les copains de la course. Bon, pour moi, ça sera 2021, hein, mais pour les autres collègues, si les courses se font plutôt là en fin de saison, vite retrouver le chemin de la course, quoi. Et puis, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon cousin, Pierre, qui habite à côté de chez toi. Enfin, je ne sais pas où tu habites exactement. Moi, j'habite à Montpellier. Je ne sais pas s'il habite lui, il habite à côté d'Uzès, à Saint-Quentin-la-Poterie. Ah oui, c'est pas très loin, ouais, je connais très bien. Laurent Simonin, qui fait 40 ans aujourd'hui. Voilà. Ok, écoute, on souhaite un bon anniversaire à Laurent, du coup, à côté d'Uzès, dans le Gard, à Saint-Quentin-la-Poterie. Exactement, merci beaucoup. Très joli coin. Et puis merci à toi pour l'invitation. Hein. Écoute, merci à vous de votre venue. C'était un véritable plaisir que de vous avoir. Je vais continuer avec les anniversaires parce qu'au jour où on se tourne, c'est l'anniversaire de mon collègue Marco des Mordus. On va lui souhaiter un bon anniversaire. Alors l'émission elle sera diffusée demain, il le découvrira demain, mais c'est pas grave. Bon anniversaire évidemment à Marco qui m'aide beaucoup. Je le remercie au passage. Cette émission elle est terminée. Merci, comme je le disais, à vous d'avoir accepté mon invitation. Les amis, n'oubliez pas l'ensemble des émissions d'Inside Hill Climb sont à retrouver sur la page Facebook et sur la page YouTube d'Inside Hill Climb. Restez connectés, bien évidemment. Il va y avoir énormément de nouvelles choses dans les jours à venir. On va vous faire gagner des cadeaux. Il va y avoir des surprises à découvrir. Et bien sûr, de nouvelles émissions qui arrivent très prochainement. Donc, restez connectés. Abonnez-vous sur Facebook et ou sur YouTube. Merci à vous, les gars. Bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir à tous.